épargne 10 000 euros. Voilà. Tu vois, ça c'est la somme que j'avais lors de mon premier achat d'immeuble, lors de mon premier investissement. J'avais à peu près 10 000 euros d'épargne. Et la question que je me suis posée à l'époque, c'était qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'injecte ces 10 000 euros dans le projet pour histoire de déclencher l'affaire et de déclencher le financement, ou au contraire, est-ce que si je peux les garder, je les garde pour différentes raisons. Et salut à toi, c'est Bruno de J'achète un immeuble. Je suis content de te retrouver. Donc juste avant de commencer, tu vois, tu as le bouton s'abonner juste en dessous. Tu cliques, ça permet de rester connecté et de recevoir les prochaines vidéos. Donc là, tu as bien compris qu'on allait aborder le sujet de l'apport. Est-ce qu'il faut mettre un apport pour investir dans l'immobilier? Ou finalement, est-ce qu'il faut globalement recourir à l'emprunt massif, faire financer à 110% par la banque l'ensemble des frais d'un projet immobilier? Alors, excellente question. Surtout si tu as du cash de côté, c'est là que tu vas te poser cette question, de te dire, mais si tu mets un apport, tu vas emprunter moins, et mathématiquement, tes mensualités de remboursement de prêt vont être moindres, et tu auras un meilleur cash flow. Meilleur cash flow que tu pourras soit réinjecter sur une autre opération, ou pour rembourser plus vite l'emprunt immobilier que tu viens de contracter pour le bien. C'est une excellente réflexion, mais en tant qu'investisseur, et d'ailleurs il faut adopter cette réflexion, c'est se dire quel est le but, euh, quel est ton but en tant qu'investisseur. Je pense qu'on est tous à peu près dans la même situation. On veut faire grossir le patrimoine. On veut faire grossir le patrimoine et tu vois, enchaîner les opérations. Et la réflexion qu'il faut se faire, c'est si tu injectes 100% ou même 90% de ton épargne sur une opération immobilière, tu vas être vite limité parce que finalement, tu n'auras plus de cash qui pourra servir d'apport pour d'autres opérations. Donc clairement, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. En fait, tu utilises l'argent des autres, tu utilises l'argent de la banque pour acheter le bien immobilier, tu utilises l'argent des locataires pour rembourser la banque. Et c'est ça toute la force, c'est ça l'effet de levier de l'emprunt bancaire. C'est là que tu te rends compte que au maximum, il ne faut pas mettre d'apport. C'est avec le minimum d'argent, réussir à récolter une enveloppe budgétaire assez importante, ou du moins qui permet de financer un immeuble et ensuite d'autres immeubles. Tu vois, on peut prendre le cas d'une personne qui a, admettons, 50 000 ou 100 000 euros, peu importe, de cash sur les comptes, sur ses comptes bancaires, sur des livrets divers. Et la réflexion qu'elle pourrait se faire, c'est effectivement, allez, j'injecte ces 100 000 euros qui me permet d'acheter un immeuble. Et en fait, si on raisonne avec une certaine intelligence financière, ce serait plutôt de se dire, non, je ne fais pas ça, mais je vais plutôt fractionner, par exemple, ces 50 000 ou ces 100 000 euros en plusieurs petits apports qui vont me permettre d'enchaîner et de pouvoir emprunter plusieurs fois, tu vois, pour 5 immeubles, admettons. Même si tu étales un peu sur le temps, mais tu peux acheter facilement 5 immeubles sur, bien sûr, ta situation personnelle, financière, tes revenus d'activité. Eh bien, cette personne pourrait plus facilement enchaîner grâce à différents emprunts et en n'utilisant pas sa capacité d'apport. Même si elle l'a, elle ne le fait pas. Vraiment, je conseille au maximum d'emprunter à 100%, à 110% avec les frais de notaire, les travaux et compagnie. Emprunte au maximum. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner pour faire grossir ton patrimoine. Et moi, je le vois bien. Pour mes 2 premiers immeubles, j'ai fait financer à 110%. Et comme quoi, avec mes 10 000 euros de départ, tu vois, j'ai toujours mes 10 000 euros
d'épargne que je n'ai pas injectée dans les opérations immobilières, voilà, cette enveloppe budgétaire de 10 000 euros pourra toujours me servir en cas de blocage, par exemple sur ma troisième opération, sur ma quatrième ou cinquième opération immobilière. Et c'est là, tu vois, que je pourrais mettre sur la table, boum, 5 000 euros ou 10 000 euros pour débloquer une situation voilà, qui stagne lors de mes recherches de financement. Donc, en fait, la question de l'apport se pose finalement une fois que tu te retrouves bloqué sur les opérations immobilières suivantes. Ensuite, la deuxième chose que tu dois prendre en compte dans ta décision de dire est-ce que je mets un apport ou est-ce que j'emprunte la totalité, c'est fiscalement parlant. En fait, ça va être vraiment plus avantageux. L'emprunt va être plus avantageux fiscalement par rapport à l'apport. Puisque quand tu empruntes, donc tu rembourses une mensualité à la banque. Ça, on est OK, parce que là, tu me suis. Dans cette mensualité, tu as le capital amorti, les intérêts d'emprunt qui représentent une certaine partie, et l'assurance de l'emprunt. Et c'est en fait la partie intérêt d'emprunt est déductible des loyers, on va dire, fiscalement parlant. Au lieu que tu sois imposable sur 100% des loyers, tu vas être imposable sur, ça peut être 90 ou 80% des loyers. Je vais prendre l'exemple, en fait, tu vois, je t'ai sorti même le petit document. Ça, c'est mon tableau d'amortissement de mon deuxième immeuble, du prêt de mon deuxième immeuble. Donc, tu as le capital emprunté, tu as la colonne intérêt d'emprunt et tu as la colonne assurance. Sur une année, j'ai à peu près 2800 euros d'intérêt. Ce deuxième immeuble me génère 17 820 euros de loyer auquel je vais en fait soustraire 2800 euros d'intérêt. Et ça va en fait recalculer, on va dire, grosso modo, la base des loyers imposables. Et ça, fiscalement, c'est vraiment puissant puisque tu vois que au lieu d'être imposé sur 17 800 euros de loyer, je vais être imposé sur 15 000. Juste finalement en déduisant la charge des intérêts d'emprunt sur les loyers. Et ça, c'est juste un exemple. Donc, tu vois que si tu mets un apport, dans l'opération, tu vas réduire cette base d'intérêt déductible. Et ça peut être finalement un peu contre-productif, surtout si tu es fortement imposable. À la base, si tu te trouves dans une tranche marginale d'imposition assez élevée, ça va être assez contre-productif de payer cash ton bien, alors que tu pourrais te créer des charges déductibles, en plus de l'effet de levier, tu vois. Tu vas malheureusement te priver de ces intérêts déductibles qui vont venir baisser ta base d'imposition finalement, ta base de loyer imposable. Donc fiscalement parlant, tu vois, plus tu empruntes, plus la somme empruntée va être grande et plus ça va être avantageux pour toi parce que tu vas te créer des charges déductibles. Donc vraiment, pour moi, ça fait 2 points essentiels pour lesquels tu dois ne pas mettre d'apport. Tant que possible, ne mets pas d'apport pour ces raisons. Et il y a une autre raison évidente, et limite une des plus importantes, c'est que le cash que tu as de côté, tu sais, tous tes efforts d'épargne que tu as pu faire grâce soit à tes précédents investissements, ou soit grâce à tes revenus salariés, à tes revenus d'activité si tu es indépendant, eh bien, tu dois absolument garder ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est vraiment la base, c'est vraiment la première chose que tu dois faire, surtout si tu débutes dans l'investissement, c'est constitue-toi une épargne de précaution et surtout garde-la, quoi qu'il arrive, garde-la parce que tôt ou tard, tu risques d'en avoir besoin soit pour une vacance locative, soit pour des réparations urgentes que tu auras à faire sur ton parc immobilier ou pour diverses raisons. Et d'ailleurs, c'est comme ça
que je justifie auprès des courtiers ou des banques le fait que je ne veuille pas mettre d'apport, c'est j'ai une épargne de précaution, eh bien je la garde et je ne l'utilise pas pour investir dans l'immobilier. Et ça finalement, le banquier, le courtier va être sensible à ça, puisque avant tout, la banque va te prêter si tu arrives à sécuriser ton investissement. Et le fait d'avoir une épargne de précaution qui peut représenter minimum 6 mois de loyer par exemple, ou même un an de loyer, je te conseille, cette épargne de précaution doit toujours être là, doit être présente du début à la fin, justement pour que tu aies l'esprit tranquille, tu vois, pour pouvoir dormir tranquillement la nuit, parce que moi, investir et me bouffer les ongles toute la nuit parce que j'ai le stress d'avoir la moindre dépense imprévue, c'est pas pour moi. Et je pense que voilà, pour la majorité des investisseurs, il faut avoir l'esprit non stress, tu vois. Il faut pas se mettre du stress en plus parce que tu n'as pas d'argent de côté. Donc ça, vraiment hyper important, ne mets pas en apport ton épargne de précaution. Et surtout, c'est comme ça aussi que tu vas justifier auprès des partenaires financiers lors de tes démarchages bancaires. Écoute, merci en tout cas à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à laisser un commentaire juste en dessous. N'hésite pas à me dire toi justement comment tu as procédé. Est-ce que tu as mis de l'apport? Est-ce que tu as mis de l'apport pour investir? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Est-ce que le fait de mettre un apport, ça a pu te débloquer une situation et te débloquer un financement? Donc n'hésite pas à partager, ça me ferait plaisir. Je réponds à toutes les questions. Et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Salut!